Salut, bonjour à tous et bon réveil sur Canal 3 Bénin. Nous sommes mercredi 27 janvier 2021, 7h au Bénin. Bienvenue sur Actu Matin. Wakhabalik Para, bonjour. Bonjour Christian et bonjour à tous. Dans l'actualité au sommaire de votre matinale, les tractations dans le cadre de la présidentielle du 11 avril. Au fil des jours, l'échéance à venir livre ses secrets. Ce matin, nous aurons à élaborer sur le parti du renouveau démocratique. En attendant qu'il fasse son annonce officielle le 6 février prochain, date retenue pour son congrès extraordinaire, le PRD lève le voile sur son candidat à l'élection présidentielle. Il choisit Patrice Talon. Le communiqué de la direction exécutive nationale du parti fait le point de la réunion du mardi dernier et on relève qu'entre le parti du renouveau démocratique, le parti arc-en-ciel et le chef de l'État Patrice Talon, candidat pour un second mandat, l'histoire d'amour se poursuit malgré tout. Les précisions à suivre et les analyses et commentaires des débatteurs de même au forum sur les recommandations du parti. Sur Actu Matin, ce mercredi, décryptage des élections professionnelles du dimanche dernier en milieu syndical. Parole au secrétaire général de l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Apollinaire Afeoué, dont l'organisation est arrivée 5e à l'issue de ces élections, nous dira son opinion du déroulement des opérations de vote et surtout des leçons qu'il tire de la participation de l'UNSTB à ces élections. Nous l'aurons en début de seconde partie. Dans la première et exceptionnellement ce mercredi, pour raison de calendrier, eh bien votre rubrique économie avec Clément Achadé sera déplacé dans la première partie. L'économiste Maison nous amènera à apprécier l'éthique dans le contrôle douanier. Quelle est l'approche du Bénin dans la mobilisation des recettes? Il reçoit pour ses explications Marcelin Laourou, commandant des douanes et point focal Bénin de l'Organisation mondiale des douanes. Il sera en plateau autour de 8h05. En fin d'édition, votre revue de presse en début d'édition, la une des journaux suivra le mini-journal. Merci de prendre ces différents rendez-vous. Du fer à béton made in Benin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre marque HYB est sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. L'actualité nationale vue traitée par les journaux ce matin, comme tous les matins d'ailleurs sur Canal 3 et sur Actu Matin. C'est une avec vous, Wakhabalik Para. Bonjour Christian et bonjour à tous. Les premières informations, comme d'habitude, nous viennent de Fraternité. Vote électronique lors des élections professionnelles. De bonnes perspectives pour la modernisation des scrutins en République du Bénin. Système éducatif béninois. Kadel Higué de la diaspora. Des petites mains habiles que des têtes trop pleines. Il s'aligne sur la promotion de l'enseignement technique prôné par le gouvernement. Partenariat public-privé sur la qualité dans le secteur agricole. La CCIB fait le bilan des réalisations de la plateforme de concertation. Palais de la Marina, la conférence épiscopale reçue par le président Patrice Talon. Et puis lire à la page 12 du quotidien Fraternité le communiqué de la SBE sur la nouvelle grille tarifaire. À la une maintenant de la Nation, construction de l'échangeur de verre de corps et alimentation en eau potable. Le Bénin et le Japon font un grand pas, fruit donc d'une diplomatie de développement. Riposte contre le coronavirus au Bénin, 67 milliards de francs CFA des banques arabes accordés à la partie béninoise. Le Soleil Bénin Info, pour une organisation transparente et crédible de la présidentielle du 11 avril 2021, la Sénat mise sur la pédagogie.
Quotidien L'actualité, exigence et récrimination contre le parrainage à quelques jours de l'enregistrement des candidats à la Sénat. Partira ou partira pas l'opposition béninoise à la présidentielle? Une interrogation donc à la une du quotidien L'actualité. Démarrage ce jour de la manœuvre maritime dénommée Espadon. Tolérance zéro pour l'insécurité maritime dans les eaux béninoises. Le potentiel, la construction de l'échangeur de Vedoko, le Japon offre 18 milliards de francs CFA pour démarrer les travaux. Audience au palais de la Marina, Patrice Talon et les évêques échangent leurs vœux. Le matinal, coopération bénino-japonaise, 18 milliards pour la construction de l'échangeur de Vedoko. Les documents relatifs au financement de ce projet signés à Cotonou. C'était hier au ministère des Affaires étrangères. Palais de la Marina, Talon reçoit les vœux des évêques. Matin libre à présent, élection professionnelle, la CSA décrypte le processus et parle des défis. Noël Chadaré, propos, nous avons les résultats qu'il faut. Matin libre qui nous apprend que la SBE ajuste ses prix. Deux présumés cybercriminels interpellés. C'était à Paracourt, commune de Niki, 6 tonnes de coton consumées. Information donc à retrouver dans les colonnes de Matin libre. Les 4 vérités. Ajustement tarifaire du coût de l'énergie électrique, les nouveaux tarifs de la SBE, dîner de l'union de leur famille consacrée par le mariage, le couple Christelle et Gilles Mac rend grâce à Dieu. Soleil levant, régime talon pour matin à Soba, il n'y a pas d'exilés politiques, mais des fuyards. Choix de Mariam Chabi Talata comme colistière du président Patrice Talon à la présidentielle du 11 avril. Le monde entier parlera de ce choix. Propos de Abraham Zizindorui. Bénin intelligent, une LEPI transparente et fiable, mission accomplie pour le cadre de concertation. Martin Assoba, tout le monde doit pouvoir voter. Gilbert Bangana, le cadre de concertation et le COS LEPI vont rester dans le calendrier électoral. Bénin intelligent qui nous apprend également que le PRD est favorable à Talon pour le compte de la présidentielle de 2021. Voilà Christian, tout rapide des parutions ce matin avec Fraternité qui revient donc sur cette expérience vécue lors des élections professionnelles. Vote électronique lors des élections professionnelles, de bonnes perspectives pour la modernisation des scrutins au Bénin. C'est le titre de Fraternité paru ce matin. Voilà, l'article est à lire en page 2 du quotidien Fraternité parution du jour sous la plume de Bert Junior Adio de ces élections professionnelles. Eh bien, on va en parler ce matin dans votre émission Actu Matin avec notre invité. Il est syndicaliste, secrétaire général de l'UNSTB, Apollinaire Aféwé, est notre deuxième invité de ce matin. Et puis on parle de la présidentielle à venir avec les tractations et la poursuite du processus un peu partout, notamment au niveau de la Commission électorale nationale autonome qui a hier échangé avec les représentants des partis politiques sur le calendrier électoral et son déroulement. Du côté du palais de la Marina, le chef de l'État a reçu en audience les membres de la conférence épiscopale du Bénin. Au menu, il y avait eu donc les échanges de vœux et surtout l'actualité nationale marquée par la présidentielle à venir et fixée au 11 avril prochain. Parlant justement de cette élection présidentielle, le parti du Renouveau démocratique dévoile son candidat. Les précisions sont à venir, disons, le 6 février prochain lors de son congrès extraordinaire de sa réunion politique. Mais le communiqué du parti rendu public hier nous donne beaucoup plus d'explications et de précisions sur le candidat du PRD. C'est sans doute le président Patrice Talon, candidat à sa propre succession pour un second mandat. On va revenir en premier sujet tout à l'heure au forum de discussion avec les débatteurs. Le ministre là, ce sera avec vous. Clément Tchadi, bonjour.
bonjour. Bonjour Christian Kokwad déjà, bonjour à toutes et à tous. Oui, Christian, dans les titres ce matin, le processus électoral pour le compte de la présidentielle de 2021 qui suit son cours, rendu public le 11 janvier dernier, le calendrier électoral est présenté aux partis politiques. Cette rencontre initiée par la Commission électorale nationale autonome s'inscrit dans la dynamique d'une série d'échanges avec toutes les parties prenantes du processus. À suivre également cette bonne nouvelle aux usagers des routes de la ville de Cotonou et environ. Le projet de construction d'un échangeur à Védoco se précise. Le Bénin et le Japon ont procédé hier à des échanges de notes pour la réalisation de l'infrastructure. Voilà, et on précise que par rapport à ce projet, le Japon met à la disposition du Bénin 18 milliards de francs CFA. Nous aurons des précisions dans notre mini-journal tout à l'heure. La pause pub, je vous reviens juste après. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer une ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Elboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Chélis sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. On parle élection présidentielle rendue publique le 11 janvier dernier. Le calendrier électoral est présenté aux partis politiques. Cette rencontre initiée par la CENA s'inscrit dans la dynamique d'une série d'échanges avec toutes les parties prenantes au processus électoral. Avec les partis politiques, il était donc question de partager les préoccupations et les probables suggestions pour la bonne tenue de l'élection prévue pour le 11 avril 2021 et la rencontre a eu lieu hier mardi à Cotonou. Narcisse Alocé. Conviés par la Commission électorale nationale autonome Sénat, les responsables et représentants des partis politiques s'imprègnent du calendrier électoral et des conditions de participation à la présidentielle du 11 avril 2021. Deux communications sont animées pour situer les partis politiques et leurs candidats sur le rôle et les responsabilités qui leur incombent dans ce processus électoral. Les pièces à fournir sont réparties en deux catégories, à savoir les pièces communes et les pièces individuelles. Au niveau des pièces communes, il y en a trois, comme je disais. La première pièce commune, c'est la déclaration de candidature, qui mentionne nom, prénom, lieu de naissance, etc., du duo. Et la deuxième pièce, c'est les 16 parrainages recueillis par eux et qui doivent être pièces valables pour les deux et figurant au dossier. La troisième et dernière pièce commune, c'est la quittance qu'ils ont payé les 50 millions au niveau du Trésor et que cette quittance soit fournie également au dossier. Donc voilà les trois pièces qui sont communes pour le duo. Au niveau des pièces individuelles, nous en avons 7. Donc nous avons premièrement la copie légalisée de la carte d'électeur, nous avons la copie légalisée du certificat de nationalité, nous avons le bulletin numéro 3, donc du casier judiciaire, et une copie légalisée de l'extrait, date de naissance, quatrième pièce, cinquième pièce, certificat de résidence, sixième pièce, il faut quitus fiscal des 3 dernières années, donc c'est-à-dire 2018, 2019 et 2020. Et puis enfin la dernière pièce qui est une déclaration sur l'honneur que le candidat, puisque c'est une pièce individuelle, n'est dans aucun cas d'inéligibilité. Au terme des deux communications, les partis politiques ont exprimé diverses préoccupations. Pendant que certains parlent d'élections exclusives en raison de la loi sur le parrainage, d'autres s'inquiètent pour la qualité des agents recrutés par la Sénat. Occasion pour le président Emmanuel Tiendo de préciser que la Sénat ne peut sortir de son cadre d'intervention, à savoir organiser l'élection dans le strict respect du code électoral. Ne demandez pas à la Sénat de faire autre chose que ce que la loi lui demande de faire. La loi a dit que pour cette élection, il y aura le parrainage. Tant que c'est la loi là qui existe, nous on va appliquer le parrainage. Si on n'applique pas le parrainage, mais il y a une catégorie qui va dire mais pourquoi ils ne respectent pas la loi? Pourquoi ils n'ont pas respecté la loi?
Qu'est-ce que nous allons dire? Oh, notre devoir, c'est de respecter la loi. J'en viens à la question du recrutement, c'est encore les mêmes problèmes. On nous fait un mauvais procès. On a besoin de 546 coordonnateurs d'arrondissement. Vous savez combien de candidatures on enregistre? Au moins 10 000 pour 546. Mais les 10 000 personnes ne peuvent pas être prises, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ceux qui n'ont pas été pris disent quoi? Ils disent, bon ben, ils ont pris leurs amis, ils ont pris leurs frères, ils ont pris ici et ça, et ils ne nous ont pas pris. La première raison, c'est d'abord le nombre qui ne permet pas de prendre tout le monde. Deuxième raison, c'est qu'il y en a qui se disent, mais moi je veux que les gens de mon parti soient là. Seulement, ce n'est pas possible. Cette mise au point faite, le président de la Sénat et ses proches collaborateurs espèrent que les points d'ombre sont définitivement levés pour qu'ensemble, toutes les parties prenantes à ce scrutin jouent véritablement leur partition pour que triomphe la démocratie à travers le verdict des urnes. Dès lundi prochain, les partis politiques sont appelés à venir déposer les dossiers de leurs candidats pour la présidentielle du 11 avril 2021. Et voilà, le dépôt de candidature est prévu pour se tenir du 1er au 4 février 2021. Ailleurs, toujours à Cotonou, et dans le cadre de la présidentielle, les membres du cadre de concertation du Conseil d'orientation et de supervision de la LEPI ont échangé. Oui, Christian, la séance qui s'est tenue au Conseil économique et social lundi a été l'occasion d'adoption du compte rendu de la dernière séance et le compte rendu des opérations d'enrôlement. Au terme de la rencontre, le président du cadre de concertation, Augustin Tabé-Bian, le secrétaire général Gilbert Bagana et Martin Assoba nous donnent ici quelques explications. Nous venons de finir cette séance, notre avant-dernière séance, c'est bon de le préciser, parce que tout est bien qui finit bien. Nous acheminons progressivement vers la fin de notre mission. Comme vous le savez bien, vous avez eu le calendrier électoral. Le 10 février, nous devons prendre notre liste à la Sénat. Le 27 janvier, nous devons procéder à la publication de la liste. Le cadre de concertation a été un cadre de facilitation. Ce cadre nous a permis d'avancer sûrement et dans la qualité. Monsieur le Président, le Conseil nous a permis de faire mieux, de faire différemment et de partager tout ce que nous faisons avec toutes les couches. Nous avons fait le point de notre mission importante, la dernière mission importante de l'enrôlement des élus. Et je pense, grâce à vous, grâce à ce cadre, nous avons senti qu'il restait déjà enrôlés que nous avons pu dénicher. C'est vrai, c'est le dernier coche, tous les Béninois qui doivent voter, nous sommes tenus, comme à notre prestation de serment, de leur garantir le droit de vote. C'est ça, nous avons fait ce point. Et nous tenons à vous rassurer, chers citoyens, que nous, le cadre de concertation, nous, le COS LEPI, nous allons rester dans le respect du calendrier électoral et nous voulons aussi rassurer les Béninois de l'extérieur avec la réforme de la carte diplomatique que leur droit de vote sera toujours garanti. Ils vont voter. Ils sont dans la base. D'ici à là, ils seront situés sur le centre de vote où ils vont voter. Nous sommes en train de mettre en place une liste fiable, une liste transparente, une liste inclusive. Et les Béninois de l'extérieur aussi ne seront pas en marge. Tout le monde doit pouvoir voter et tous ceux qui n'avaient pas leur nom, on les a enrôlés. Et vous devez savoir que les cartes d'électeurs que nous avions serviront toujours pour le vote de 2021. Et toutes les cartes d'électeurs, une fois que vous avez une pièce d'identification, une pièce sur laquelle se trouve votre photo,
et que votre nom est sur la liste électorale, vous pourrez vous servir de cette pièce-là pour aller exprimer votre droit de vote. Et je voudrais une fois encore dire mes félicitations au président du COSDEPI et son staff parce qu'ils ont abattu un bon travail. Aujourd'hui, nous sommes heureux, nous sommes fiers d'avoir réussi à l'aboutissement heureux de notre mission. Et puis, toute autre chose maintenant, dans l'arène syndicale, la première sortie de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin CSA au lendemain des élections professionnelles. Elle a organisé un point de presse mardi à la Bourse de travail de Cotonou. Venue deuxième au thème de ces élections professionnelles, la Confédération s'en réjouit et analyse le processus électoral. Asionbon et Rachidi Soubert nous en parlent. De cette troisième édition des élections professionnelles, la Confédération des syndicats autonomes du Bénin sont heureuses. Elle exprime au cours du point de presse fait le mardi 26 janvier devant ses membres. Les résultats sont satisfaisants pour la CSA Bénin qui réalise un score de 48,07% dans le secteur privé et parapublic et devient la seule se dit particulièrement fier d'avoir réalisé aussi un taux de représentativité de 23,08% contre 18% en 2006. Pour le secrétaire général Anselme Moussou, la CSA Bénin est le pionnier du syndicalisme qui ne fait pas peur aux entreprises et aux employeurs et que ne craignent plus les parents d'élèves et les usagers des centres de santé. Les résultats obtenus s'expliquent sur plusieurs points. Nous avons gagné parce que nous avons compris quelle est notre mission auprès des travailleurs, sans pour autant oublier celle que la nation attend de nous. Nous avons gagné parce que nous avons su convaincre de plus en plus de travailleurs à concilier la double besogne du syndicalisme, à savoir les devoirs et également les droits. C'est en s'attachant à mieux tenir les deux bouts de cette mission que nous défendrons au mieux l'intérêt des personnels et des unités de production. La Confédération prend l'engagement de maintenir le cap et de ne pas renoncer à sa conviction. Pour ce faire, des défis attendent cette organisation syndicale. Le défi de la formation et de l'éducation ouvrière, le défi de l'autofinancement de l'action syndicale, le défi de la bonne gouvernance globale des organisations syndicales, le défi de la communication responsable et de la responsabilité dans l'action publique. Le syndicalisme doit rassurer le salarié et son employeur. Nous devons poursuivre notre action de promotion du dialogue social et de la négociation. Nous devons explorer toutes les voies d'innovation dans les stratégies de lutte. La CSA Bénin se dit prêt à entretenir les rapports de proximité avec ses équipes de terrain, puis veiller au bon fonctionnement de ces instances décentralisées et déconcentrées. Et puis, dans ce journal, il a été célébré la journée internationale des douanes. Les manifestations officielles ont eu lieu à la Direction générale des douanes et droits indirects autour du thème relance, renouveau et résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Occasion pour les responsables de l'administration douanière de faire le point des prouesses de l'année 2020, l'année écoulée, et de s'engager pour les défis de 2021. La cérémonie est couplée avec le port de galon à certains agents de douane promus. Clément Tchadi.
Les disciples de Saint Matthieu du Bénin sacrifient à la traditionnelle célébration de la Journée internationale des douanes. Et pour cette édition, la direction générale a mobilisé l'ensemble des acteurs de la douane autour des activités entrant dans le cadre des manifestations officielles. Au-delà d'une simple célébration teintée de discours, le directeur général des douanes et droits indirects, Dr Charles Moussa Saka et les siens, ont fait le point du chemin parcouru au cours de l'année écoulée avant de faire des projections sur l'année 2021. À cet effet, la première autorité de la structure a exposé les performances de l'année 2020. Depuis juillet 2016, notre administration, sous l'impulsion du gouvernement, a amorcé une prière de réforme pilotée en parfaite intelligence avec nos partenaires techniques, Bénin Contrôle, Web Fontaine, le Fonds militaire et bien d'autres. Nous voici en route pour faire de l'administration des douanes béninoises l'une des plus modernes de la sous-région à l'horizon 2021 et améliorer donc le climat des affaires dans notre pays à travers la mise en place de procédures innovantes au niveau du commerce transfrontalier. Au titre des résultats de l'exercice 2020, sur une prévision révisée de 328 milliards, les douanes béninoises ont réussi à mobiliser environ 356 milliards, ce qui correspond à un taux de réalisation de 108%. Et ça produit chers collègues. Les résultats élogieux de 2020 sont la résultante de l'énergie intelligente collective, la cohésion, l'abnégation et le développement du travail de tous. En ce moment solennel, nos remerciements vont et nos prières aussi à l'endroit du président de la République, M. Athanase Patrice Guillaume Talon, ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances, M. Robia Douadaï, pour leur soutien sans faille. À cette occasion, le secrétaire général du ministère de tutelle représentant le ministre de l'économie et des finances a salué les belles performances réalisées par les douanes béninoises durant ces dernières années. Pour ce dernier, cette dynamique doit continuer pour assurer la bonne santé de l'économie mais aussi son financement par les ressources intérieures. L'administration des douanes a un code d'élite. Ceci en raison du rôle capital qu'elle joue dans la mobilisation des ressources au profit de l'État et la sûreté du territoire pour faire face aux besoins et aux défis de développement. Dans cette logique, chaque douanier qu'on renforce a une sémence pour l'économie. Et cette formation s'est inscrite dans un contexte particulier de grandes réformes au sein de l'administration douanière. En effet, cette dernière est en pleine mutation, aussi bien sur le plan organique, professionnel, réglementaire que du point de vue de cette procédure. L'édition 2021 de la Journée internationale des douanes a été marquée par le port de galons aux agents de douane qui ont connu des promotions et ceux de la promotion 2018 ayant suivi 2 ans de formation théorique et pratique. Il s'agit de 53 élèves de douane, 17 agents de constatation et un lieutenant-colonel. Une cérémonie de port de galons rehaussée par la présence des généraux et autres représentants des forces armées. Puis ouverture mardi à l'état-major du séminaire des chefs corps de l'armée de terre. Au menu des échanges, le bilan des activités des participants suivi de la présentation des directives du chef d'état-major pour le compte de l'année 2021. C'est le ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale qui a présidé lui-même la cérémonie officielle de lancement. Akime Ouseni Seydou sur des images prises par Henri Ganti. Des honneurs militaires pour un rendez-vous pédagogique et opérationnel. Fortuné Alain Noati, ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale, apporte sa caution à la tenue de la 5e édition du séminaire des chefs de corps de l'armée de terre. Ce séminaire du chef de corps est une occasion pour vous, non seulement de faire la revue des principes essentiels de vos collaborations, et d'asseoir des pratiques saines et bienveillantes
de votre façon de travailler, mais aussi un projet de partage d'expérience. Messieurs les officiers, la nation vous est reconnaissante pour vos sacrifices. Mais tant qu'il reste à faire, dit-on, rien n'est fait. J'attends de vous que vous soyez davantage professionnels en tout temps et en toute occasion et un modèle d'intégrité. Le commandement des troupes est un art. Il requiert sens d'anticipation et d'engagement au devoir bien fait. Vu sous ce prisme, l'exercice qui court jusqu'au jeudi 28 janvier vise à outiller les chefs de corps qui, par la même occasion, présentent le bilan de leurs activités. Ce genre de séminaire que nous faisons de façon annuelle impacte beaucoup les troupes et on sait que pendant qu'on fait ces séminaires, les chefs de corps, ils acquièrent beaucoup de connaissances et ils les retransmettent dans les unités. On a aussi créé au sein des corps ce qu'on a appelé les présidents de corps. Jusqu'à l'année passée, c'était des présidents de catégorie. Le CEMAT va les rencontrer bientôt. C'est des gens par catégorie de personnel militaire qui veillent à la cohésion dans les unités. Donc, on sent quand même depuis que le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Fructueux Baguidi, depuis qu'il a pris le commandement en octobre 2016, et qu'il a commencé par organiser ce genre de séminaires, que les comportements et le rendement dans les unités, ça s'est beaucoup amélioré. Le séminaire des chefs de corps ainsi qu'il a été précisé colle à l'apport du chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Fructueux Baguidi, qui a pensé dès sa prise de commandement l'instauration de ce cadre d'échange et de partage d'expériences. Dans le même registre, les eaux du golfe de Guinée et la partie béninoise sont de plus en plus attaquées par les pirates. La question sécuritaire sur les eaux est donc précaire et les réflexions se multiplient à l'effet de renforcer le dispositif sur l'espace maritime du Bénin. Pour le compte donc de cette année 2021, la Marine nationale a prévu des entraînements à son personnel et bien des manœuvres marines et des tests sur des équipements. Voici les propos qui nous explique ici, que nous explique le capitaine du vaisseau Jean-Léon Olatouji, chef d'état-major adjoint des forces navales. Le développement de l'économie maritime est subordonné au développement de la sécurité maritime. Or, depuis quelques années, le golfe de Guinée, l'espace maritime qui s'étend du Sénégal à l'Angola, est soumis à la recrudescence de la criminalité, à la piraterie maritime et à toutes sortes de trafics illicites en mer. Notre pays, le Bénin, n'échappe pas à tous ces fléaux qui nuisent considérablement au développement de l'économie maritime chez nous. Face à cette situation, la Marine nationale béninoise est interpellée pour apporter la quiétude nécessaire pour une exploitation en toute confiance de notre espace maritime par les usagers. Pour ce faire, la Marine nationale a besoin des hommes entraînés, des équipements opérationnels et d'être sûr d'apporter la sérénité requise au cours des différentes missions de sécurisation de notre espace maritime. Pour y arriver, nous entraînons le personnel, testons le matériel de façon régulière chaque année à l'occasion des manœuvres maritimes sur différents thèmes. Ainsi, au titre de l'année 2020, la Marine nationale organise du 27 au 29 janvier 2021 une manœuvre maritime dénommée Espadon, dont le thème est tolérance zéro pour l'insécurité maritime dans les eaux béninoises. Le but de cette manœuvre est de nous donner l'occasion de faire le point sur la capacité opérationnelle de nos personnels, de nos matériels, de stimuler en nos personnels le réflexe et le goût de l'action dans le cadre des différentes missions de sécurisation. Ainsi, durant 3 jours, c'est-à-dire à partir du 27 janvier, cette manœuvre Espadon se déroulera en 4 scénarios. Le premier jour, nous aurons 2 scénarios. Un scénario dans la matinée qui consiste à un exercice de piraterie maritime dans la rade de Cotonou. Et dans l'après-midi, nous aurons un deuxième scénario qui consiste à un exercice
sur la sécurité, l'incendie et les voies d'eau à bord d'un patrouilleur stationné à quai. Le deuxième jour, c'est-à-dire le 28 janvier, nous aurons un troisième scénario. C'est un exercice de tentative de sabotage des installations de la fibre optique et du gazoduc. Et enfin, le troisième jour de cet exercice, ce sera le VIP Day. À cette occasion, la manœuvre sera clôturée en présence des autorités à divers niveaux par un exercice de sécurisation de plateformes pétrolières en mer contre les actes de sabotage aux environs de Sémépoji. Au total, l'objectif global recherché, c'est de préparer le personnel et le matériel à avoir des capacités opérationnelles pour garantir un espace maritime béninois sécurisé et sûr pour un développement harmonieux de l'économie maritime de notre pays. Et puis cet élément titre pour boucler la boucle, le projet de construction d'un échangeur avec de quoi ici à Cotonou qui se précise. Le Bénin et le Japon ont échangé des notes pour la réalisation de l'infrastructure. C'était à la faveur d'une signature de documents qui comprennent aussi un projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. La cérémonie de signature s'est déroulée dans les locaux du ministère des Affaires étrangères et de la coopération. Pas de poignée de main, les gestes barrières à la Covid-19 obligent, mais parents fait échange de documents et le Japon marque son accord accompagné Bénin pour la réalisation de deux projets. Il s'agit de la construction d'un échangeur au carrefour de Vedoko, un des quartiers de Cotonou, et le renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable dans les départements du Koufo et du Plateau. Le financement de ces deux projets s'inscrit dans le cadre de l'aide financière non remboursable du Japon. La réalisation des 10 projets contribuera à l'atteinte des objectifs du programme d'action du gouvernement qui accorde une attention particulière au renforcement des infrastructures routières et des systèmes d'alimentation en eau potable au Bénin. La présente cérémonie traduit la volonté et l'engagement de la JICA d'accompagner le Bénin dans sa marche résolue vers le développement. Marqué depuis 2016 par le programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon, ils en ouvrent de façon méthodique. Si le projet de renforcement des systèmes d'alimentation en eau potable permettra de desservir près de 150 000 personnes dans les communes de Sakété, Aplakou, Djakotomo et Dobo, celui de la construction de l'échangeur de Vedoko, lui, contribuera à améliorer le flux de la circulation à ce carrefour. Je dois vous dire que le gouvernement du Bénin est particulièrement sensible à cet acte que nous posons. Nous sommes particulièrement sensibles à l'attention que vous portez à nos priorités de développement. Réaliser l'échangeur de Vedoko, c'est effectivement développer la route pour pouvoir accélérer notre développement. Mais lorsque l'on développe la route, on peut avoir soif. On a soif et on a besoin de boire de l'eau. On a besoin aussi d'eau pour nos populations, sur toute l'étendue du territoire. Et là aussi, vous avez été attentifs à ce que nous avons souhaité alimenter toutes nos populations en eau potable. Le coût de ces deux projets est estimé à plus de 19 milliards de francs CFA, dont plus de 18 milliards de francs CFA pour la construction de l'échangeur. Un ouvrage qui prévoit un passage supérieur d'une fois 2 voies et des voies passant sous le passage supérieur. La livraison de l'infrastructure est prévue pour juin 2023. Et c'est sur cette note que s'achève ce bulletin. Merci de nous avoir suivis et très bonne journée à vous. Christian, à tout à l'heure. Voilà, je vous dirai également bonne journée, sauf que nous allons vous revoir tout à l'heure, juste après le forum de discussion avec votre invité économie de ce jour, Marcelin Laourouila, commandant des douanes et point focal, Organisation mondiale des douanes en République du Bénin. On parlera de l'éthique dans le contrôle douanier, une approche efficace de mobilisation des recettes. Nous
dira-t-il? À tout à l'heure, Clément Achadi. Restez avec nous, mesdames et messieurs. Participation à la présidentielle de 2021. Les partis politiques se prononcent avant donc la date du 1er, 2, 3 et 4 février prochain, période à laquelle les différents candidats doivent déposer leur dossier de candidature à la Commission électorale nationale autonome. Eh bien, le Parti du Renouveau démocratique lève le voile sur son candidat. Il s'agit de Patrice Talon. On va en parler tout à l'heure. On reviendra également sur notre actualité liée donc aux évêques qui étaient au palais de la Marina. Ils ont échangé avec le chef de l'État sur les questions d'actualité, notamment l'élection à venir. Et puis, dans la deuxième partie, on retrouvera notre invité pour parler des élections professionnelles. Quelles sont les leçons à tirer de cette troisième édition des élections professionnelles nationales? Apollinaire Aféoué, le secrétaire général de l'UNSTB. Prenez ces rendez-vous. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Question sur Joami. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. Je suis demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Oh, comtesse, oh du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Dans quelques petites secondes, 7h45 minutes, bonjour à Kimé, Herman, André, merci de vous rejoindre en plateau en compagnie de Wahab Alipara, qui était là pour la une des journaux. Eh bien, l'actualité, on va parler politique, puisque c'est le moment. Il était attendu dans l'opinion publique que va faire le parti du Renouveau démocratique quant à sa participation à la présidentielle du 11 avril 2021. Peu à peu, eh bien, le parti Arc-en-Ciel lève le voile sur sa participation à cette élection et se conforme aux tests qui régissent son fonctionnement. À l'arrivée, le PRD n'aura pas de candidat désigné en son sein, mais le PRD choisit le chef de l'État, Patrice Talon, pour la présidentielle. Akimé, c'est nous, sans surprise, vu que ce parti est un parti de la mouvance, malgré les différentes frustrations.
Oui, la surprise aurait été que le Parti de Renouveau démocratique propose un candidat au sein, donc en son sein, ou peut-être décide de ramer contre les principes que lui-même a voulu, bien entendu, faire respecter depuis environ quelques temps déjà. Je crois que ça ne va pas surprendre. Ce qui est intéressant, je constate que le PRD ne démarre pas sa démarche qui consiste véritablement à consulter la base. C'est vrai qu'on a fait le reproche à ce parti politique qu'aura la présidentielle dernière de n'avoir pas fait forcément ce que la base aurait proposé. Il y avait été question de ce que la décision qui avait été prise en son temps était une décision beaucoup plus émanant de la volonté des pères fondateurs de cette formation politique. Cette fois-ci, et quand vous lisez le communiqué de presse du Parti de Renouveau démocratique, c'est une décision pyramidale. On est parti de la base, c'est-à-dire qu'on donne la parole aux militants sympathisants, c'est-à-dire toute l'architecture de ce parti a été consultée pour en faire en arriver à dire, au regard des directives qui ont été données par les militants sympathisants et chaque structure concernée donc par l'animation de la vie politique au niveau de cette formation, nous décidons donc de soutenir la candidature du président Patrice Talon pour le compte de la présidentielle de 2021. Donc c'est sans grande surprise. Le PRD avait déjà affiché son intention de soutenir les actions du gouvernement tout en étant d'une manière ou d'une autre, je dirais, un peu critique, mais à l'arrivée on se rend compte que les embouches la trompette, je crois que c'est ce qui est intéressant, c'est comme je vous l'ai fait constater, c'est une décision pyramidale. Absolument. Toutes les structures ont été concernées par la décision pour qu'en fait, on dise au regard du temps, au regard d'ici, nous décidons de soutenir le candidat Patrice Talon. On rappelle donc qu'il y a une méthodologie qui a été adoptée par le Parti du Renouveau démocratique. On rappelle les dates du 16 novembre au 12 décembre 2020. Il y a eu une première consultation par la suite ce mois de janvier du 14 au 23. Il y a une seconde consultation, ce qui a amené la direction exécutive nationale du parti à se prononcer à travers ce communiqué qui nous emmène d'ailleurs à élaborer ce matin sur cette actualité. Wahab Ali Para, c'est vrai qu'on attendait cette formation politique sur ce terrain, mais devrait-on s'attendre à ce que ça soit Patrice Talon quand on voit un peu sa position, sa posture au sein de la majorité présidentielle, notamment au sein des formations politiques qui soutiennent l'action du chef de l'État? Oui, on a senti que chemin faisant, en tout cas après les premières déclarations d'appartenance à la mouvance présidentielle, que chemin faisant, le PRD s'est quelque peu rebuté en raison donc de ce qu'on a qualifié de frustration, de sa non-participation à de grandes instances dirigeantes, à son absence dans le gouvernement. Et cela se reflète même dans le communiqué du PRD, signé donc du secrétaire général du parti, où après cette méthode utilisée qui découle donc de l'ossature même du parti, en tout cas la consultation des petites instances de la base, etc., on en est arrivé à souligner ce qu'on a qualifié de frustration de cette absence dans les instances dirigeantes. Et même ce soutien qu'on souligne pour le candidat de la mouvance, notamment Patrice Talon, c'est plus ou moins conditionné, c'est subordonné à un certain nombre de mesures. Voilà, donc on n'est pas surpris du fait que le PRD choisisse le candidat de la mouvance, puisque depuis bien longtemps, en dépit de la traversée difficile du PRD, le candidat de la mouvance reste le parti du PRD, auquel le PRD est soudé. Donc il n'y a pas de surprise. On l'avait élaboré, comme je l'ai dit, sur la question, et que la surprise ne devrait venir que quand le candidat du PRD a été choisi, soit dans l'opposition ou peut-être choisi au sein même du parti du PRD lui-même. C'est-à-dire le PRD, bien qu'étant parti de la mouvance, pouvait faire exception en choisissant un candidat issu, je dirais, du parti originel, donc du PRD. Mais on constate que en dépit des frustrations, en dépit des ressentiments et autres, le candidat de la mouvance reste le candidat. Ce parti qui rejette l'idée de rejoindre l'opposition, et ça transparaît clairement dans
ce communiqué. Herman Parfait, Aniamoussou, est-ce que vous comprenez cette posture qu'adopte le Parti du Renouveau démocratique? Est-ce qu'on doit repartir en 2016 où le PRD a dit que désormais il s'inscrit dans la dynamique de la mouvance de la majorité présidentielle? Je pense que c'était même bien avant 2016. Le PRD a tenu un congrès, je crois, dans la zone de Doulomé-Lava, où le parti a clairement dit que désormais son appartenance à la mouvance présidentielle n'est plus à marchander. Et quand vous lisez le communiqué significatif général du PRD, ça transparaît nettement que le PRD a fait l'option d'appartenir à la mouvance. Donc, et ce qu'il faut saluer ici, à mon avis, c'est le fait que le PRD soit à cheval sur le respect de ses statuts et règlements intérieurs. On a consulté la base, on a consulté le bureau politique, on a consulté ici, on a consulté, et on attend très prochainement d'entériner le choix effectué depuis la base jusqu'à ce niveau des structures du PRD. Le PRD, c'est vrai, c'est un soutien sans participation. Et on a entendu, il y a quelques jours encore, on a entendu des militants du PRD d'une certaine région demander à Riccardo Mbedi de rapidement faire en sorte que le PRD soutienne Patrice Talon. Ça a été fait et ça a parcouru les réseaux sociaux. Et donc je pense que oui, sur ce terrain-là, le PRD nous a montré quand même que oui, il reste un soutien de Patrice Talon, mais il veut, et comme il a dit, il veut avoir une certaine assurance. Et ça fait partie des nuances apportées dans le communiqué sur lesquelles on pourrait revenir si vous voulez. Après de ça, le parti n'avait-il pas le choix? Je pense que l'annonce faite par le PAD, cette décision prise par les instances du PAD, ma foi, était ce qui était attendu par le commun des observateurs. Le PAD pouvait difficilement ramener à compte courant, puisque de toute façon, le parti s'était déjà tracé une ligne bien connue de tous, c'est que désormais, depuis plusieurs années maintenant, le PAD ne comptait plus battre pavillon opposition, il ne veut plus militer dans l'opposition, il veut être désormais un parti du pouvoir, un parti de gouvernement. Et ceci, parfois, ça n'a pas marché. En témoigne par exemple l'expérience de 2016, où sans doute toujours dans l'optique d'être au pouvoir, d'être donc parmi les partis politiques soutenant le pouvoir qui allait donc découler de l'élection éventuelle donc d'un certain Lionel Zinsou, que les dirigeants de ce parti ont payé fait et cause, n'est-ce pas, pour ce candidat au détriment de Patrice Talon, contrairement à sa base. Ouais, donc le PRD reste donc fidèle à cette logique-là de rester au pouvoir. Et lorsqu'on veut effectivement être un parti de pouvoir, c'est que on pourra difficilement choisir notre candidat dans le processus en cours, autre que, n'est-ce pas, Patrice Talon. Maintenant, parfois aussi, vous savez, cette logique de rester au pouvoir peut vous contraindre dans une posture de cinquième roue, n'est-ce pas, de la carence, c'est-à-dire vous soutenez, mais vous ne participez pas, vous plaignez, vous êtes frustré, mais vous êtes quand même là, quand même, vous considérez de la famille, comme ça a été le cas pour le Parti de Renouveau démocratique. Donc, on ne pourrait pas s'attendre à ce que le PRD soutienne un autre candidat. Le choix de porter sur Patrice Talon laisse aussi subodoré que pour le PRD, le candidat qui a même de gagner la prochaine élection présidentielle, c'est bien Patrice Talon, pour qu'eux puissent continuer donc à rester au pouvoir. Donc je pense qu'on ne pourrait pas s'attendre à autre chose que ça. Je vais ajouter un dernier élément, vous savez, le bastion, la base même du parti du Renouveau démocratique, c'est l'UME, et plus précisément c'est Porto Novo. C'est même là le socle, le point de départ, la source du PRD, et cette source a été fortement et positivement marquée par la gouvernance de Patrice Talon. Et aujourd'hui, quand vous observez les populations de Porto Novo qui expriment une certaine satisfaction par rapport justement à ce bilan, au bilan de la gestion de Patrice Talon, je crois qu'il serait difficile pour les responsables du PRD de dire à ces mêmes populations, écoutez, nous vous proposons plutôt quelqu'un d'autre plutôt que voilà, Patrice Talon. Un engagement qui part pour 5 nouvelles années. Et allons voir ce que demande le PRD pour ce nouveau départ, ce nouveau contrat qui le lie avec le champ de nouveau départ, si éventuellement Patrice Talon revenait donc après cette élection présidentielle. Le PRD a souhaité avoir l'assurance que ses cadres et ses militants seront traités avec plus d'égard que le rôle et la place du parti sur l'échiquier politique national et dans les institutions dirigeantes du pays soit l'objet de toutes les attentions. Alors, tirant leçon de ces 5 dernières années, de son soutien sans participation et autres, le PRD formule un certain nombre de recommandations. Est-ce que... quelle analyse d'abord faites-vous de cela? Non, cela s'interprète, ma foi, comme
aussi bien une recommandation, comme vous l'avez dit, mais en même temps comme une exigence. C'est un peu dit, bon, nous sommes restés bras croisés à vous observer, ce n'est pas les compétences qui manquent au niveau du PRD pour prendre part donc à la gouvernance de manière active, à être positionné peut-être dans le gouvernement, dans les directions et offices d'État, mais ces prochaines, c'est-à-dire pour ce nouveau contrat que nous voulons prendre, il faut cette assurance, il faut au moins des promesses. Donc le PRD, à travers ses militants, son bureau politique et autres, souhaite que les militants du PRD soient plus ou moins soient un peu plus au sérieux, qu'il y ait, comment dire, que d'une manière ou d'une autre, le gouvernement soit un peu regardant vers le PRD. En tout cas, c'est comme ça, moi, je comprends cette portion du communiqué. Voilà pourquoi, dans ma première prise de parole, je disais que c'est le soutien du PRD à Talon, en tout cas au candidat de la mouvance, est conditionné par ces différents éléments-là. Leur participation, n'est-ce pas, à des instances de prise de décision, en tout cas pour le nouveau contrat qui va démarrer à partir du 11 avril, dès lors que les résultats sont proclamés donc en faveur du candidat de la mouvance. Oui, il y a un congrès extraordinaire qui est prévu pour se tenir le 6 février prochain. Herman Parfait à Niamboussou, c'est sûr et certain qu'on reviendra beaucoup plus en détail sur ce que demande le PRD. Oui, je pense que ce que demande le PRD, ça tombe sous le sens, c'est une réalité. Que le PRD, effectivement, soutient le gouvernement actuel, le régime de la rupture, mais sans participation. C'est qu'effectivement, le PRD a des partis, le PRD a des cadres, et Dieu seul sait qu'ils en ont beaucoup. Dieu sait également que même si le PRD n'a pas d'élus au Parlement ni dans les conseils communaux, ce n'est pas que le PRD manque de militants. Et donc le soutien du PRD de la République c'est tout à fait l'histoire de, comment dit-on, le seuil des 10%. Le PRD aurait eu des élus un peu partout, peut-être dans certaines communes du Bénin. Donc je pense que le PRD, en demandant qu'on traite ces militants avec plus d'égards, je pense que le PRD ne fait que rappeler à l'attention du soutien qu'est Patrice Talon les récriminations de ces militants. Je pense que c'est des choses à prendre au sérieux parce que justement, un soutien, c'est également des militants qui sont positionnés, c'est également des cadres du parti qui sont positionnés. Il va forcément y avoir des avantages pour le parti politique de se porter. En est-il que le PRD fasse cas de ce que nous abordons là, de ces exigences, de ces recommandations? Absolument, parce que vous êtes un parti politique et vous donnez votre soutien à un candidat ou un probable candidat. Ce soutien a sorti d'un certain nombre d'exigences. Vous voyez, normalement, il faut un programme de gouvernement, des accords, de gouvernement, ainsi de suite. Les avantages que vous négociez, vous avez besoin de certains positionnements pour maintenir vos militants dans, n'est-ce pas, la dynamique du parti. Et c'est le cas que du PRD. Maintenant, ici, le PRD a ceci de particulier que c'est un parti politique qui a soutenu un gouvernement qui finit, n'est-ce pas, son quinquennat, mais sans avoir été vraiment, sans avoir joué le premier rôle, à l'exception bien évidemment de sa présence à l'Assemblée nationale, la conduite de certaines réformes, notamment sous la houlette de son président, Maître Adil Mbedi, qui est donc au choix. Alors, donc le PRD, et d'ailleurs, n'a pas manqué à ces occasions, c'est sorti de clamer ce soutien sans participation qui ne semblait pas trop lui plaire. J'ai même le sentiment que ça doit avoir été plus éprouvant pour le PRD d'être dans cette posture de la 5e roue du carrosse, soutien sans participation, que d'être dans l'opposition. Vous avez le sentiment que ça doit être... Parce que vous êtes si proche, mais vous ne pouvez pas toucher à ça, vous ne pouvez pas en bénéficier, vous ne pouvez pas en jouir. Ça doit être frustrant. Pourquoi cela difficile pour ce parti que peut-être une présence ferme dans l'opposition. Voilà. Quand on ferme cette parenthèse, c'est qu'effectivement, le PRD est en train de demander à Patrice Talon qu'il veut soutenir, qu'on puisse établir de nouvelles bases de collaboration et que le quinquennat prochain permette au cadre du PRD de participer à la gouvernance de Patrice Talon pour permettre au parti vraiment de pouvoir assumer concrètement son appartenance à cette famille politique de la mouvance. Un parti de gouvernement ne l'est que lorsqu'il participe à la gestion de la chose publique. Et on
fera pas un procès au PRD de demander de dépoussiérer la collaboration avec le pouvoir en place. Constatez que autour donc, du chef de l'État, il y a des privilégiés. Et la preuve, c'est que quand il s'est agi de proposer qui c'est qui va être ou le vice-président ou la vice-présidente, il y a deux formations politiques qui sont retrouvées, les privilégiés parce qu'elles siègent non seulement au niveau des conseils communaux, mais ces formations politiques siègent aussi au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, eh bien, elles ont le lead du choix de qui c'est qui va accompagner Patrice Talon pour le compte de la présidentielle prochaine. Alors même qu'elles n'étaient pas les deux seules formations qui embouchent la trompette du pouvoir. L'UDBN soutient Patrice Talon et Noël Bénin soutient Patrice Talon, autant que le PRD. Mais vous constatez que, eh bien, lorsqu'il s'agit du choix, eh bien, ces formations n'ont pas droit au chapitre. Et donc, du coup, je pense qu'on n'aurait pas demandé mieux au PRD que d'exiger des choses parce qu'on ne participe pas, on n'est pas parti vraiment pour rester les bras croisés. Ce qui est une évidence, et je crois que Emmanuel a su bien le rappeler autant qu'André, il ne s'agira pas cette fois-ci des législatives en communauté municipale. Donc, il ne sera pas question d'un 10% qu'on n'aurait pas atteint pour que, eh bien, si entre-temps il y a eu un score qui a été fait, que ce soit mis à zéro. Non, mais alors pas du tout. Cette fois-ci, il s'agit de la présidentielle et donc les voix des militants du PRD compteront donc dans, je dirais, le décompte final en ce qui concerne la proclamation des résultats. Donc, le PRD est en droit, au regard, je dirais, de la fidélité de certains de ses militants et sympathisants, est en droit de dire, eh bien, nous voulons accompagner d'accord le président Patrice Talon, mais à la fin, il va falloir qu'on puisse au moins nous asseoir pour dire qu'est-ce que vous nous demandez. Il n'y a rien à faire. Oui, mais c'est normal. On n'est pas militant pour les beaux yeux de Christian. Dans les gens, non. Les gens, ils ont de la potentialité, ils sont des cas de mérite. Et au nom de l'appartenance au Parti démocratique, il y a qu'on leur fait des coups bas. Je constate que ce n'est peut-être pas Patrice Talon qui n'a pas envie de faire jouer le premier rôle au PRD. Il y a peut-être que certains se disent de la mouvance. Tout à fait. Donc cette guerre, elle est évidente, elle existe. C'est pour ça que le PRD dit oui, d'accord, nous soutenons. Nous allons avec le président Patrice Talon pour le compte de la présidentielle prochaine, mais à l'arrivée, il va falloir qu'on puisse nous rassurer sur que nos cadres ne resteront plus là à jouer les derniers rôles à l'homme, mais qu'ils ont les qualités, ils ont de la potentialité pour pouvoir faire les choses. Donc je crois que c'est une demande légitime et j'étais à la place du président du PRD. Je vais en demander même plus. Surtout qu'après la présidentielle 2021, nous avons les législatives 2023 avant les élections générales. Ça veut dire que pour les législatives 2023, beaucoup de choses peuvent changer si entre-temps les partis ne seront pas prises en compte par le gouvernement en place. Vous ne semblez pas si bien dit. Vous allez observer un match dans cette présidentielle autour de Patrice Talon, même pas vraiment de là, c'est que les législatives 2023 vont déjà le lever de rideau à l'occasion de cette présidentielle. Chaque parti va battre campagne derrière Patrice Talon en ayant un point de mire 2023. C'est très important de le souligner. Alors, le congrès extraordinaire est fixé au 6 février. Il y aura également à cette même date la réunion politique de cette formation politique. Ce sera, disons, pratiquement au lendemain de la clôture du dépôt des dossiers de candidature à la Commission électorale nationale autonome. Je vous aimerais dire très rapidement un mot sur les évêques du Bénin qui étaient au palais de la Marina. Il y a eu échange de vœux, mais le coup de la rencontre entre le chef de l'État et puis les évêques de la conférence épiscopale du Bénin, c'est bien sûr l'actualité nationale, l'actualité politique marquée par la présidentielle d'avril prochain. Oui, André Dossa, la conférence épiscopale qui joue toujours son rôle, qui invite à la préservation de l'unité, de la paix, invite à des élections transparentes. Oui, tout à fait. Vous savez, la conférence épiscopale, comme l'ensemble des autres communautés religieuses de notre pays, de même que les associations non gouvernementales, sont des parties prenantes de tout processus électoral dans notre pays. Ils sont là pour aider les acteurs, n'est-ce pas, à se comprendre, à dialoguer, à participer de façon transparente et équitable au processus électoral. Et je crois que ce rôle, ils prennent vraiment à bras le corps, ils le prennent à cœur, les membres de la conférence épiscopale qui, prétextant donc de formuler les vœux au chef de l'État, on peut le dire,
donc leur point de vue par rapport au déroulement de ce processus électoral, à la qualité, n'est-ce pas, de la conduite de ce processus électoral, et exprimer aussi quelques appréhensions, parce que moi j'ai pu lire dans leur communiqué qu'ils ont le sentiment que les clivages vont un petit peu crescendo, ça tend un peu à monter, le mercure semble monter, et que il fallait faire en sorte que les uns et les autres sachent raison garder, que nous puissions vivre une consultation électorale apaisée et n'est-ce pas, qui puisse davantage renforcer notre expérience démocratique. Je crois qu'ils sont dans leur rôle. Il faut souhaiter que ce rôle soit maintenu et que les autres acteurs également puissent, n'est-ce pas, jouer les leurs pour que nous puissions vivre un 11 avril heureux et pouvant nous conduire jusqu'à bon port, c'est-à-dire seulement le 11 avril, en tout cas la période doit concourir à un 11 avril apaisé et festif. Oui, il faut rappeler juste que cette audience de la conférence épiscopale, la présidence vient après leur session ordinaire plénière. Laquelle session ordinaire plénière s'est achevée, a été sanctionnée par un communiqué en 7 points. Et quand vous lisez un peu les points 4, 5, 6, 7, le point 4, ça parle de l'augmentation de la pollution sonore dans les villes du Bénin. Le point 5, ça parle des accidents qui sont récurrents sur nos routes. Mais les points 6 et 7 un peu se rejoignent, parce que le point 6 dit qu'il y a une rhétorique qui tend à banaliser les acquis de la conférence nationale. Et le point 7 qui demande d'ailleurs que pour ces élections qui s'annoncent là, qu'il y ait un dialogue franc entre les différents acteurs et les différentes institutions en charge d'organiser les élections. Je pense que c'est juste, pour ma part, une manière pour la conférence d'aller dire à Patrice Talon de vivre voir ce qui a été retenu à l'issue de cette session ordinaire plénière. Et donc, que tout ça là soit entendu par qui de droit, et donc sans doute soit mis en œuvre, lui qui est le chef d'orchestre. Je pense qu'il a sans doute, promis de faire tout ce qui est en son pouvoir pour qu'il y ait, comme il a dit au cours de cette de l'édition de compte, une élection inclusive, participative, que le 11 avril soit une fête. Bon voilà, donc je pense que c'est pas mal la démarche de la conférence épiscopale. Oui, non, c'est une bonne démarche salutaire donc de la conférence épiscopale, n'est-ce pas, qui atterrit donc à la salle d'audience du chef de l'État qui donc les a reçus. Il faudrait qu'on puisse désormais se parler, s'écouter et surtout s'écouter. La plupart du temps, on fait l'effort de se parler, mais on ne s'écoute pas. Et c'est de là que viennent les clivages. Le chef de l'État est peut-être le chef d'orchestre de tout ce dont nous parlons. Mais pour que cette paix soit consolidée, pour que les acquis de la conférence nationale de février 90 soient désormais, soient toujours des acquis qui doivent rester et demeurer et même pérenniser, n'est-ce pas? Il faut que tous les acteurs, il ne s'agit pas seulement du président de la République, fut-il chef d'orchestre ou quoi. Il faudrait que tous les acteurs, même ceux de l'opposition, puissent travailler à ce que nous ayons un avant 11 avril apaisé, un pendant 11 avril apaisé et un après 11 avril apaisé, parce que la plupart du temps, on est focalisé sur celui qui est au pouvoir, sans prendre en compte ceux-là qui sont tapis dans l'ombre et qui mettent le feu. Donc, c'est dire que tous les acteurs, filles et fils du Bénin, n'est-ce pas, doivent travailler à ce que ces élections soient une fête. Le chef de l'État ne dit pas que nos élections doivent être une fête pour que ça soit seulement le travail venant de lui seul. C'est que ça doit être un travail venant de tous les partis prenantes. Ce qui est intéressant dans la démarche de la conférence épiscopale, c'est qu'elle se fait sincère. Et j'ai bien aimé quand elle citait surtout le point 7, c'est-à-dire la sincérité dans, je dirais, les échanges, les acteurs consorts. Je crois qu'elle apporte la preuve. Parce que quand vous lisez un peu les différents points qui ont été nommés par la conférence épiscopale, c'est ce qui se vit au Bénin. En fait, ils n'ont pas décrit, ils n'ont pas présenté un cliché togolais, c'est un cliché béninois. Les cas d'accident, c'est une réalité. Ça, on n'a pas à en douter là-dessus. Pollution sonore, la preuve, c'est qu'il y a une lutte implacable qui a été menée par le procureur, désormais le procureur spécial de la CRIE. Donc, je me rends compte qu'il y a véritablement un travail de fond qui se fait au niveau de cette conférence épiscopale. Elle ne sort pas pour sortir, et pas pour le beaux yeux de quelqu'un, mais elle sort pour
présenter la situation sociale, économique et sociopolitique de notre pays. Et donc les recommandations qui ont été faites sont des recommandations intéressantes. D'une manière ou d'une autre, elle a rencontré le chef de l'État à cette conférence épiscopale. Elle a échangé avec le premier magistrat de notre pays, qui sans doute aussi ne nous dira pas qu'il n'est pas au courant de ce qui suit. D'une manière ou d'une autre, le 11 avril étant en ligne de mire, il va falloir que tous les acteurs impliqués dans la réussite de ce rendez-vous jouent franc, comme Eman l'a rappelé en termes de recommandations. Et puis à la fin, c'est le Bénin qui sortira grandi, parce que autant que nous sommes, chacun apportera sa pierre à l'édification de notre nation. Que la pierre soit mauvaise, qu'elle soit bonne, il va falloir qu'on puisse faire le tri pour qu'à la fin on puisse se dire, bien, nous sommes fiers d'être des Béninois. Un peu comme vous apportez également votre pierre tous les matins sur Actu Matin. Merci à vous, Akime Séni. Merci à vous, Herman Aliambessou, Akhabali Para. Et puis, demain on va en parler. Nous n'avons pas assez de temps. On va revenir sur ça, sur la réforme des pharmaciens. La reprise des tours de garde, c'est la nouvelle norme, et vous nous direz, je vous laisse le temps de faire un tour au niveau des pharmacies cette nuit et de voir un peu ce que vous voyez et de nous raconter. Merci beaucoup. On va parler économie. Quelqu'un de l'aide à la pharmacie. Non, de faire juste un tour, pas d'aller acheter. On va avoir des éléments d'analyse. C'est juste ça. Voilà. Eh bien, on va parler de l'éthique dans le contrôle douanier, une approche efficace de mobilisation des ressources. Dans économie tout à l'heure avec Clément Achadé qui va recevoir Marcelin Roulia, commandant des douanes, et puis l'invité du forum, c'est bien sûr Apollinaire Féoué, secrétaire général de l'UNSTB. On parlera des élections professionnelles à l'UNSTB qui est arrivé 5e à l'issue de ces élections professionnelles. Quelques années, la société Wangil Bénin fabrique du fer à béton made in Benin. La matière première provient du recyclage de la ferraille récupérée que nous recyclons. Notre production est faite sur des installations sécurisées suivant les normes internationales avec le souci perpétuel de préserver l'environnement. Nos produits sont de qualité supérieure en termes de nuances, de pliage, de respect du diamètre et sont surtout laminés à chaud, d'où son adhésion plus franche avec le béton. Nous disposons des fers de 6 jusqu'à 32. Attention, vérifiez notre marque. HYB est sur le fer. Nous sommes les meilleurs rapports qualité-prix. En janvier, seulement sur les chaînes Canal+. Pourriez-vous créer l'ambiance pour nos invités? Avec plaisir, monsieur. Hellboy, soyez le bienvenu. C'est une fête déguisée ou une chasse aux géants? Aujourd'hui, c'est le grand jour. Tu joues à quoi, là? Génie sénégalais qui est à nouveau décisif. Tu fais comme chez toi, tu connais la maison. Sois le bienvenu chez moi. Du cinéma inédit, des séries exclusives et le meilleur du sport. Commençons l'année ensemble. Réabonnez-vous en janvier et profitez de toutes nos chaînes offertes pendant 15 jours. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Parole ce matin à un responsable syndical pour nous dire ce qu'il a vécu tout au long de ce processus qui a conduit aux élections professionnelles. Vous êtes avec nous, Apollinaire Aféoué, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Secrétaire général de l'UNSTB, l'Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin. Oui, votre organisation syndicale a participé aux élections professionnelles du 24 janvier dernier. À la fin des décomptes, vous êtes arrivé 5e, fier de cette position que vous avez adoptée?
Alors, merci beaucoup. Je pense que la position adoptée n'est pas le plus important. Il faut reconnaître et relever que c'est environ 5000 travailleurs qui ont fait confiance à l'UNSTB et pendant ces élections professionnelles. Et de mon point de vue, c'est important, mais c'est important. Et c'est en cela que je pense qu'il faut remercier ces travailleurs qui nous ont fait confiance dans la mesure où il y a à peine de cela 1 an que nous nous sommes installés à la tête de l'UNSTB. Il y avait beaucoup de craintes au départ et nous avons pu atteindre ce score qui en réalité constitue une progression de l'UNSTB parce qu'en 2006, pour la 2e édition des élections professionnelles, l'UNSTB avait autour de 5% des voix. Et si aujourd'hui, nous sommes arrivés à 9,8, près de 10%, il faut reconnaître que c'est un progrès significatif, même si nous n'avons pas atteint le seuil des 20%. Et il faut également relever que, et je l'ai dit à plusieurs reprises sur ce plateau, que le taux de 20% était un taux exorbitant parce que dans la sous-région, vous ne verrez nulle part où on a un taux de 20% de représentativité. Il y a pourtant des organisations syndicales qui ont réussi à passer cette barre de 20%. Oui, il y a la CSA. Il y a des confédérations qui ont réussi à dépasser la barre des 20%, mais il faut bien lire. Quand vous prenez le secteur public, la CSTB qui est la première à sortir, a obtenu 31%. Mais au niveau du secteur privé, elle n'est pas représentative. De même pour la COSI qui est 2e au niveau du secteur public, n'a pas réussi à dépasser la barre de 20% au niveau du secteur privé. La CSA, qui a été première au niveau du secteur privé, n'a pas pu être représentative au niveau du secteur public. Alors il faut comprendre qu'en réalité, ça pose un problème. Et lorsqu'on analyse le secteur privé... À votre niveau, au niveau de l'UNSTB, il y a eu cet équilibre. Est-ce que vous vous en sortez, n'est-ce pas, en ce qui concerne le secteur public, tout comme le secteur privé? Oui, aussi bien au niveau du secteur public que du secteur privé, nous avons amélioré notre score. Au niveau du secteur privé, pour la 2e édition, on avait eu 3,26%. Aujourd'hui, nous en sommes à 9,8%. Au niveau du secteur public, on était à 5,25%. Et nous sommes aujourd'hui à 9,81%. Donc, il faut remarquer que aussi bien au niveau du secteur public qu'au niveau du secteur privé, nous avons amélioré nos scores et nous sommes équilibrés au niveau des 2 secteurs. Et il faut dire que sous d'autres cieux, l'UNSTB aurait été représentative. Je ne vous apprends rien lorsque je vous dis que au Niger, par exemple, le taux de représentativité est de 5%. Et donc, si je parlais du taux de 20%, c'est parce que ce taux n'est pas de nature à promouvoir le dialogue social inclusif qui aujourd'hui est de plus en plus prôné à travers le monde. Est-ce que ce n'est pas une manière, parlant de ce taux, pour les organisateurs de vous emmener à faire beaucoup plus d'efforts au profit de vos travailleurs et vous constatez avec moi que le résultat que ça a donné, c'est plutôt le contraire. Le contraire dans la mesure où aujourd'hui, ces élections consacrées ont aggravé l'émiettement des voix aujourd'hui, l'émiettement du mouvement syndical aujourd'hui. Vous constatez que les forces qui étaient au niveau de ce mouvement-là ont tous régressé. Quand vous prenez la CSTB, qui avait eu 40 et quelques % en 2006, aujourd'hui avec 31%, mais ça veut dire qu'il y a regret. La même chose pour toutes les autres confédérations. Seule la COSI Bénin, qui a réussi à doubler sa performance de 2006, et l'UNSTB également, qui a presque doublé sa performance de 2006, ont réussi à progresser pour ces élections professionnelles. Mais au niveau de toutes les autres confédérations syndicales, vous aurez constaté qu'il y a un regret. Vous devez vous en réjouir à l'UNSTB, puisque quelque part on constate qu'il y a des efforts qui sont faits désormais, et de plus en plus les travailleurs ont confiance en vous. Oui, nous nous réjouissons de cela, et au même moment, nous nous disons qu'il nous faut travailler davantage parce que nous pensons que le mouvement syndical aujourd'hui ne se porte pas bien, et nous avons proposé des choses aux travailleurs. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps de pouvoir convaincre le maximum, mais nous pensons que les prochaines fois, nous ferons mieux. Et c'est d'ailleurs la grande leçon que nous tirons de ces élections. Alors, en résumé, qu'est-ce qui n'a concrètement pas marché quand on met de côté la question des 20% que vous dénoncez? Qu'est-ce qui n'a pas marché depuis tout ce temps, n'est-ce pas, puisque l'UNSTB constitue, je dirais, l'ancêtre des confédérations et centrales syndicales? Que s'est-il passé exactement?
Alors, je ne dirais pas qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et je dirais tout simplement que l'UNSTB est venu de loin. L'UNSTB est venu de loin parce que tout observateur du mouvement syndical dans notre pays vous dira que le bond qui a été fait est dû à un travail qui a été fait au niveau de l'UNSTB. À partir de quelle période? Je ne voudrais pas situer des périodes parce que là, ce serait comme si... Oui, mais c'est parce que cette période, n'est-ce pas, vient nous rassurer, vient nous renseigner, en ce sens que je l'ai déjà souligné, n'est-ce pas, l'UNSTB fait partie des plus vieilles centrales syndicales au Bénin. L'UNSTB fait partie des anciennes, mais reconnaissez que en 1990, l'UNSTB a traversé une période difficile parce que la plupart des centrales et confédérations syndicales que vous avez aujourd'hui ont quitté l'UNSTB. Et donc l'UNSTB a été fragilisé à un moment donné. Le score de 2006, par exemple, a été amélioré par rapport au score de 2001. Le score de 2006 a été amélioré par rapport au score de 2001. Et si le score de 2021 a été amélioré par rapport au score de 2006, il faut comprendre que progressivement, nous sommes en train de reprendre du terrain et je pense que c'est ça le plus important. Alors, 5e, à l'issue de ces élections professionnelles, le vote, il était donc électronique. Quelle appréciation faites-vous de cette première expérience? Alors, par rapport au vote électronique qui a été organisé, je dirais que c'était une première expérience qui, en réalité, a connu des ratés en termes de temps dont on disposait pour mettre en œuvre cette réforme, en termes également de listes que nous avons établies. Je ne trahis aucun secret lorsque je dis que cette liste électorale qui nous a servi de base pour l'organisation des élections professionnelles a exclu des milliers de travailleurs. Peut-être pas à cause, peut-être pas par volonté d'exclure des organisateurs, mais les temps dont nous disposions n'étaient pas de nature à permettre à la prise en compte de tout le monde. Et également, on rappelle quand même que l'élection a été reportée. Elle devrait se tenir en décembre dernier. Le comité électoral a été installé le 20 octobre 2020. Lorsqu'on installe un comité électoral le 20 octobre 2020, c'était déjà pas du tout envisageable de programmer les élections pour le 10 décembre. Lorsque les gens programmaient ces élections pour le 10 décembre, je disais déjà en ce moment-là que ce n'était pas tenable. Et donc, en principe, il faut disposer d'au moins 6 mois lorsqu'on veut mettre en œuvre une réforme de cette nature-là. La conséquence, c'est ce que je dénonçais. Mais on a eu 3 jours pour afficher les listes, pour demander aux travailleurs de faire des réclamations. Et la conséquence, c'est que même ces listes n'ont pas pu être affichées. Vous allez dans les communes où il n'y a pas de place pour afficher les listes et autres. Les gens n'ont pas pu faire les réclamations. Et tout ça a joué. Il y a des travailleurs qui ont été exclus. Il y a des travailleurs dont les numéros de téléphone ont été mal écrits. Or, le numéro de téléphone était une donnée importante pour pouvoir participer à ça. Serez-vous en train de dire que tous ces éléments ont joué sur les résultats de l'UNSTB dont vous êtes le secrétaire général? Pas seulement les résultats de l'UNSTB, mais certainement les résultats de toutes les confédérations. Je ne dirais pas que c'est seulement les militants ou sympathisants de l'UNSTB qui ont été exclus, mais j'ai des militants, j'ai des sympathisants qui n'ont pas pu voter pour ces élections professionnelles et il faut relever cela. Donc, c'est des imperfections qu'il faudra à l'avenir corriger. Il faudra à l'avenir prendre le temps qu'il faut pour préparer les élections de manière à ce que tout le monde puisse y participer. Et bien, en ce qui concerne mon appréciation, n'est-ce pas, de la chute, de l'aboutissement du processus, je dirais qu'il y avait eu effectivement assez d'inquiétudes, mais l'aboutissement quand même a plus de peur que de... Oui, alors les résultats sont désormais proclamés, vous êtes arrivé 5e, n'est-ce pas? Alors quelle sera la suite, aussi bien dans la lutte syndicale au niveau de l'UNSTB, de votre collaboration avec le reste des centrales et confédérations syndicales, notamment celles qui sont arrivées en bonne place, les 3 premiers, je veux dire? Alors, la suite des élections professionnelles, c'est que les confédérations, pas seulement l'UNSTB, les confédérations et centrales syndicales
qui n'ont pas pu atteindre la barre des 20% vont continuer à exercer, à mettre en œuvre les activités syndicales. C'est seulement au niveau de la représentation dans certaines instances que nous ne pouvons pas être présents. Et je pense que le jeu de collaboration, l'unité d'action doit pouvoir être maintenant renforcée parce que lorsque vous lisez, n'est-ce pas, les résultats qui sont sortis de ces élections, vous dites qu'aucune confédération aujourd'hui ne peut se lever à elle seule pour dire qu'elle va pouvoir parvenir à régler le problème des travailleurs. Et donc nous sommes tenus de nous donner la main, de continuer à collaborer, à mener des actions ensemble pour le bien-être des travailleurs. Il est à souhaiter que les uns et les autres taisent, n'est-ce pas, maintenant, la guerre de leadership qui a pendant longtemps fragilisé le mouvement syndical et qui a été toujours au détriment des travailleurs de notre pays. Et c'est cela qui permettra de relever les défis, parce que si nous continuons dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, je pense que lorsque nous serons à la fin du mandat, ceux qui aujourd'hui, ou celles qui aujourd'hui sont représentatives, porteront une lourde responsabilité. Parce que c'est également ça. Vous savez, pendant cette campagne électorale, les gens ont fait un retour pour voir un peu qu'est-ce que les travailleurs ont gagné, n'est-ce pas, du mandat de représentativité qui est venu à son terme en 2021. Et le constat était amer. Aujourd'hui, le contexte est encore un contexte plus délétère. Donc, je pense que si nous ne travaillons pas ensemble, si les gens pensent qu'ils sont représentatifs et que de ce fait, il faut exclure les autres, il ne faut plus travailler avec les autres, le constat à l'arrivée sera encore plus... En résumé, les plus grands doivent bien traîner les plus petits. Absolument. Pour le bien-être des travailleurs. Apollinaire Ferroy, merci beaucoup. Merci à vous Apollinaire Ferroy, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le secrétaire général de l'UNSTB, arrivé 5e à l'issue donc de ces élections professionnelles. Très bonne journée du mercredi à vous, Akhabali Para, et à vous également, Apollinaire Ferroy. On va donner la parole maintenant à ceux-là qui travaillent pour que nos caisses, les caisses de l'État se portent mieux. Les douaniers, Marcelin Laroux est commandant des douanes. Il est tout de même le point focal de l'Organisation mondiale des douanes du Bénin. Avec lui, on parlera de l'éthique dans le contrôle douanier, quelle approche pour la mobilisation des recettes. Il sera reçu par Clément Tchadé. C'est la rubrique économie sur Actu Matin. Mon bidon de compteur, s'il vous plaît. Je suis Situami. Je me déplace toujours avec mon bidon. Ah, il a son petit frère. Oui, papa. Ce n'est plus la peine de trimballer le 10 litres dans vos déplacements. Ils ont inventé ceci pour nos clients. J'ai su et demain le vrai docteur. Et c'est toujours moins cher. Alors, le 10 litres pour la famille et son petit frère pour les déplacements. Et ça coûte combien? Le bidon est à 400 francs dans les buvettes, bars et maquis. Le pack de 6 est à 1500 francs seulement. C'est surtout disponible partout et sur toute l'étendue du territoire national. Chez tous les revendeurs, réclamez votre eau de comtesse à 400 francs et le pack de 6 à 1500 francs. Et parlez-vous. Eau comtesse, eau du Bénin. Comtesse, le plaisir de tous les jours. Un garde qui dort jamais chez nous, vous dira-t-on. Mais ça arrive dans n'importe quelle structure de sécurité et sur n'importe quel continent. Quelle que soit la qualité de la formation ou du recrutement, l'humain présente parfois des défaillances. C'est pour pallier à cela que Benin Tracking Security, entreprise visionnaire, a inventé un nouveau concept de sécurité qui allie l'électronique à l'humain avec des outils comme le rondier qui maintient l'agent en état constant de veille et de vigilance, notre salle de contrôle unique au Bénin, le bouton panique, moyen d'alerte efficace en cas de menace et notre anti-intrusion avec lequel vos locaux deviennent des forteresses infranchissables. BTS réinvente la sécurité au Bénin. Essayez-nous, vous nous adopterez pour toujours. Benin Tracking Security, le pionnier de la sécurité moderne au Bénin. Infoline 00229 21 31 68 72 67 15 80 41. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main.
Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3télévision.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Dans quelques petites secondes, 8h30 sur Canal 3 Bénin, le rendez-vous économie sur Actu Matin. Clément Achadé, bonjour. Bonjour Christian, bonjour à toutes et à tous. Oui, vous avez déjà commencé par l'annoncer. On parle donc, comme vous l'avez dit, du rôle de l'éthique dans le contrôle douanier et les opérations de recettes. Quel est son impact sur la performance en termes de mobilisation des recettes douanières? Quels sont ces éléments constitutifs et quelle est son utilité dans un contexte comme celui de la pandémie Covid? Autant de réponses auxquelles nous allons tenter de répondre avec notre invité de l'économie, Marcelin Laourou. Bienvenue, bonjour. Bonjour, monsieur Achadé, monsieur Nandéga. Merci. Vous êtes le représentant du personnel des douanes du Bénin et par ailleurs, vous êtes aussi le point focal permanent OMD, Bénin, Organisation mondiale des douanes du Bénin. Avant d'entrer dans le vif du sujet et votre actualité à la douane, je voudrais qu'on en parle un peu brièvement. Hier, à l'occasion de la journée internationale des douanes, les réalisations de l'année 2020 ont été dévoilées, et bien de belles performances malgré deux chocs exogènes, notamment la fermeture des frontières, mais aussi la crise Covid. Les prévisions sont même atteintes et parfois dépassées à certains endroits. Quand on est soldat de l'économie, comme on aime vous appeler, et qu'on atteint un tel résultat, quel est le sentiment qui vous anime? Merci, monsieur le journaliste. Le premier sentiment, c'est un sentiment de fierté et du devoir accompli, puisque, comme vous avez dit, nous sommes des soldats économiques et quand on envoie un soldat en mission et il accomplit cette mission, je crois qu'il a une certaine fierté, une certaine satisfaction. L'autre commentaire que je peux faire, cela aussi dépend de celui qui dirige le groupe du soldat, de celui qui est à la tête de l'institution, de l'organisation concernée. Et vous savez, le docteur Charles Inoussa Sakabokor a reçu une lettre de mission du gouvernement. Une lettre de mission qu'il a reçue en tant que chef de corps. Et c'est à lui, puisqu'il a reçu des instructions, c'est à lui qu'il est revenu la politique de management pour pouvoir mobiliser tout le personnel autour de lui et atteindre le résultat que vous venez d'énoncer. Un résultat que même les institutions internationales n'ont jamais pensé qu'on pouvait atteindre. Lors des prévisions, les institutions internationales ont pensé que c'était, comment vous appelez ça, que c'était exorbitant, mais au finish, on a pu atteindre et dépasser. Et cela aussi, si vous avez évoqué deux faits majeurs, et la fermeture des frontières et la COVID-19, et on a pu faire ça, il faut être honnête, c'est grâce aux réformes. Vous savez, s'il n'y avait pas ces réformes, je crois qu'on ne pourrait même pas faire le tiers de ce qui a été fait. Donc c'est un ensemble d'éléments conjugués qui ont permis quand même d'arriver à ce résultat. Sous le leadership, bien sûr, du directeur général des douanes et droits indirects, le docteur Saka Inoussa Charles. Alors, certains parleront aussi de la contribution d'autres acteurs, notamment, je vais dire, le ministre de l'économie et des finances et du président de la République, par ailleurs, et même des autres agents à tous les niveaux de la douane. Oui, je vous ai dit, notre premier chef, c'est le président de la République. En dehors du fait, il est le chef de l'administration, il est le chef des armées. Et quand je parle du gouvernement, le chef du gouvernement, c'est bien sûr le président de la République. C'est le président de la République. Vous savez, notre plan stratégique, le plan stratégique au niveau de la douane, le plan stratégique, c'est un ensemble d'actions pour pouvoir, d'activités au niveau de la douane,
pour mettre en œuvre les instructions reçues du gouvernement. Et notre plan d'action est inspiré du programme d'action du gouvernement, puisque nous ne pouvons pas élaborer un plan d'action qui sera hors du programme d'action du gouvernement. Et le programme d'action du gouvernement s'inscrit dans le cadre de la politique sectorielle au niveau du ministère de l'économie et des finances. Ça veut dire que le président de la République, en instruisant notre DG, il ne l'a pas appelé pour dire « je te demande de faire ci, de faire ça ». C'est à notre ministre qu'il a donné des instructions. Et notre ministre aussi a donné au directeur général des douanes. Et le directeur général a donné à ses collaborateurs, ainsi de suite. C'est la chaîne, surtout qu'on est dans un corps hiérarchisé. Et nous ne pouvons, quand nous parlons des réformes, vous avez évoqué le ministre et le président de la République, bien sûr. Ce sont eux qui ont amené les réformes et nous avons accompagné. Parce que s'il n'y avait pas les réformes, parce qu'en réalité, quand on parle de réformes, ça veut dire qu'il y a des pratiques, il y a des trucs qu'il faut changer. Bien sûr. Maintenant, il faut quelqu'un pour dire il est temps qu'on change. Et quand vous, l'ensemble du personnel, l'ensemble de l'organisation, vous accompagnez cette personne, ça ne peut que réussir. Le président le ministre ne peut que nous donner des instructions et à nous, en tant que agents et soldats de l'économie, de le mettre en œuvre. D'accord. L'éthique, parlons-en maintenant, puisque c'est le sujet qui vous appelle. Vous dites que désormais la douane béninoise mise sur l'éthique dans les contrôles pour l'atteinte de ces objectifs. Pourquoi vous insistez autant sur l'éthique douanière? Vous voyez, l'éthique, d'abord au niveau de la douane, l'éthique n'est pas un mot abstrait. Si je peux résumer l'éthique, on peut définir d'abord l'éthique comme un ensemble d'attitudes qui favorisent un comportement et des pratiques de travail honnêtes et intègres. Et au cœur de toutes choses, c'est l'homme. L'homme. Et au cœur des réformes, c'est les fonctionnaires des douanes. Et aujourd'hui, il faut être honnête. C'est pas parce que je suis agent des douanes que je veux dire qu'il n'y a pas de ripoux dans nos rangs. Je peux dire qu'il n'y a pas une certaine déviance. Il faut être honnête. Et quand il y a des réformes, et quand vous êtes dans un contexte qui ne vous permet plus de faire certaines choses, vous ne devez que respecter l'éthique. Et c'est d'ailleurs la consigne de l'Organisation mondiale des douanes. Parce que vous savez, l'éthique a plusieurs avantages. D'abord, l'éthique nous permet de redorer le blason de la douane, c'est-à-dire gagner la confiance du public, des usagers, de notre employeur. Ça permet même d'augmenter les recettes. Parce que si tu n'observes pas une certaine éthique, et au lieu que tu travailles pour l'État, tu travailles pour toi-même, je crois qu'on ne peut pas atteindre. Ça favorise même le commerce international, l'investissement privé. Et mieux, l'éthique aussi permet de garantir la sécurité et la sûreté. Par exemple, si on doit importer les armes, et parce que j'ai été corrompu, je laisse passer, vous voyez que là, je mets en péril la sécurité et la sûreté de l'État. Donc, quand vous voyez tout ça, et mieux, l'Organisation mondiale des douanes, désormais, met l'éthique au cœur de la douane. Il y a même un sous-comité dédié à l'éthique où quand vous allez en réunion, je crois que la réunion aura lieu en février, on ne parle que de l'éthique. On se regarde dans un miroir pour montrer que ce que nous posons comme acte, il faut changer ceci, il faut changer cela pour pouvoir atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Mieux, parce que au cours de la journée internationale de la douane, vous avez rappelé les thèmes. On a dit relance, renouveau, résilience, la douane au service d'une chaîne logistique durable. Et dans ces mots-là, quand vous parlez relance, bon, ce n'est plus la peine que je vous rappelle les conséquences de la pandémie sur l'économie. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas relancer l'économie. Et pour relancer l'économie, qu'est-ce que nous devons faire? C'est nous les hommes. Si nous n'avons pas de bon comportement, nous continuons et nous ne mettons pas en place un système qui favorisait une collaboration entre le secteur privé et deux acteurs et que nous ayons en quelque sorte une gestion coordonnée des frontières, nous ne pouvons pas aboutir. Bref, quand vous prenez le renouveau,
Ça, c'est, comme je l'ai dit tantôt, le renouveau, je peux résumer ça comme un changement de comportement, comme quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'avant, on avait certaines pratiques. On n'allait pas, comment on appelle, le contact humain et autres. Mais aujourd'hui, à cause de la pandémie, nous sommes allés par l'automatisation, l'informatisation. Et je peux dire aujourd'hui que l'administration des douanes, au Bénin, l'administration des douanes est l'administration la plus informatisée. Parce qu'on est informatisé à plus de 98%. Et c'est ça d'ailleurs, ça fait partie des choses qui nous ont permis d'atteindre ces résultats. Mieux, nous avons mis en place des programmes d'opérateurs économiques agréés. Nous avons au niveau de, comment on appelle, au niveau régional, des gens qui viennent même, il y a la Guinée qui est venue, et le Nigeria, le Niger, tous ces pays sont venus. Oui, parce que dans les autres pays, les recettes baissent. Mais quand ça monte au Bénin, je crois que les gens viennent demander ce qui se passe. Quel est le secret? Quel est le secret? Ils sont venus. Et la troisième chose, c'est la résilience. Vous savez, la résilience, c'est l'homme. C'est comme, si je peux me résumer, la résilience, c'est comme la capacité d'un individu à s'adapter à une situation nouvelle qui s'impose à lui. C'est-à-dire que quand vous prenez la pandémie, on ne peut rien. Le gouvernement ne peut rien. Les pays développés même n'arrivent pas. On parle de vaccins, tout ça aujourd'hui, mais ça ne règle pas le problème. Est-ce que c'est pour ça que nous allons croiser les bras et ne pas travailler? Et si nous n'allons pas croiser les bras et nous ne nous comportons pas bien, et nous versons dans le raquettage, la corruption et autres, c'est que nous tuons en quelque sorte une deuxième fois les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques ont déjà des problèmes et nous qui allons leur faciliter la tâche, nous allons encore contribuer à les tuer davantage. C'est grave. Et mieux, une dernière chose, vous savez que de plus en plus, au niveau du Bénin, il y a la facilitation du commerce. Et ce n'est pas à moi de vous dire la place que nous avons occupée en ce qui concerne doing business. Et de plus en plus, le gouvernement, l'ensemble des structures, on veut aller à plus de célérité. Mais avec la COVID-19, il y a d'autres contrôles qui se sont ajoutés. Vous arrivez aujourd'hui à l'aéroport, vous êtes obligé d'attendre pour faire le test de Covid, vous devez faire certains contrôles. Il y avait d'autres contrôles. Voilà qu'à cause de Covid, il y a d'autres contrôles qui se sont ajoutés. Mais si nous ne faisons pas preuve de résilience et qu'on s'adapte à la situation pour pouvoir atteindre l'objectif, nous allons passer à côté. Mais en le faisant, il faut que nous ayons une certaine éthique. Et tel que je vous l'ai dit, et quand vous prenez l'Organisation mondiale des douanes, l'éthique au niveau de la douane, il y a plusieurs éléments constitutifs de l'éthique. Avant de revenir sur ces éléments constitutifs, commandant, j'ai envie de vous demander que finalement, il y a un lien, y a-t-il un lien entre les trois approches que vous venez de citer, notamment la relance, le renouveau, la résilience et l'éthique dont vous parlez? Il y a bien sûr un lien. Même quand vous prenez au niveau de la relance économique, que ce soit au niveau du secteur privé, au niveau du secteur économique, si nous ne faisons pas preuve d'une certaine éthique, nous ne pourrons rien. C'est-à-dire que le problème d'éthique, c'est lié au comportement et aux pratiques que nous mettons en place à l'homme. Comment on peut dire que il faut que je respecte la loi? Il faut qu'il y ait une certaine transparence. Il faut que je gère bien l'automatisation. Il faut que je me comporte bien. Il faut que je laisse tomber la corruption. Bref, l'éthique, c'est lié à notre comportement et à des pratiques. Mais on se disait qu'avec la dématérialisation de l'administration douanière, qu'on n'avait plus que l'éthique n'a plus sa raison d'être. Je vais vous donner des exemples. Bien que ça soit informatisé, si par manque d'éthique, je mets le système en panne, est-ce que ça peut fonctionner? Non, l'homme est capable de tout. Quelle que soit l'informatisation, l'homme doit avoir une certaine éthique. Commandant, quels sont les éléments constitutifs de l'éthique? De manière générale, l'Organisation mondiale des douanes a retenu 10 éléments. Au niveau de la douane, pour parler de l'éthique, il y a d'abord l'engagement et la conduite au haut niveau. Ça veut dire que c'est notre premier responsable et les cadres d'encadrement qui vont s'engager pour dire nous voulons lutter contre l'éthique. La seconde chose, il faut un cadre réglementaire transparent. Que les lois de la douane, par exemple la réglementation douanière, soient publiées, que ça soit prévisible. Quand vous voulez importer, vous savez,
pour telle marchandise, qu'est-ce que vous devez faire? Avant, les gens ne s'intéressaient pas au code des douanes, mais aujourd'hui, on s'intéresse. Il faut une certaine transparence, parce que quand vous voulez travailler avec le secteur privé, et vous n'êtes pas transparent, il n'y a pas une certaine prévisibilité, le secteur privé ne vous fait pas confiance. Et surtout, les gens iront vers d'autres pays et vous n'aurez pas les trucs là. Il faut l'automatisation. L'automatisation, l'informatisation pour éviter les contacts humains. Il faut une chose importante, la réforme et la modernisation. Le mot réforme revient. Réforme parce que nous étions habitués à des pratiques obsolètes, à des pratiques dépassées. Et si, par exemple, un opérateur économique, pour pouvoir, à cause de la lourdeur, pour pouvoir vite passer, il achète le service des douanes, ou bien il est obligé de soudoyer l'agent des douanes pour pouvoir passer. Or, s'il y a des réformes, la modernisation, ça ne peut pas aller. Il faut aussi le contrôle des enquêtes. Là, le chef qui est là, il faut que de temps en temps, il y a des contrôles au niveau des agents et des enquêtes. Il peut y avoir audit interne, audit externe, même des sanctions. Et quand il parle de sanctions, il y a deux sortes de sanctions positives et négatives. Positives pour ceux qui ont un niveau d'éthique élevé et négatives pour ceux qui versent dans la corruption. Et aujourd'hui, je n'ai pas un secret, vous savez que beaucoup de collègues sont sanctionnés. Donc, ça veut dire qu'il y a une certaine prise de conscience. Et dans l'organisation chez nous, il faut un code d'éthique et de bonne conduite. Et quand vous prenez le Bénin, nous, on a un code d'éthique et de bonne conduite déjà, qui est comme notre bréviaire. Oui, chaque agent des douanes, aujourd'hui, a ça comme bréviaire ou Bible. Et chaque fois qu'il veut poser un acte, il voit, quand je vais poser tel acte, quelle est ma sanction. Lui-même, il sait. Et il sait qu'il y a un organe de contrôle. Vous avez aujourd'hui les numéros verts où vous pouvez appeler gratuitement pour dénoncer. Et c'est souvent le directeur général des douanes même qui décroche. Il y a la gestion des ressources humaines. Et quand il parle de la gestion des ressources humaines, c'est du recrutement, de rémunération, promotion, sanction, bref. Quand il n'y a pas une gestion transparente des ressources humaines, du recrutement jusqu'à des promotions, il n'y a pas éthique. Il y a aussi la morale et la culture. Quand on est des corps habillés, mais quand il n'y a pas l'esprit de corps, et on n'est pas une structure, n'est pas animée par une certaine morale, on ne peut jamais parler d'éthique. Et pour finir, il y a ce qu'on appelle la relation avec le secteur privé. La douane aujourd'hui, l'État aujourd'hui ne peut à lui seul tout faire. Donc on est obligé d'être en rapport avec le secteur privé, mais un rapport gagnant-gagnant. Un secteur privé ne va pas accepter de venir vers l'administration en perdant. Donc, il faut que cette relation soit une relation fructueuse. Voilà en quelque sorte les 10 éléments constitutifs de ce qu'on appelle l'éthique au niveau de l'administration et au niveau des douanes. D'accord. En conclusion, on peut peut-être retenir que est-ce que finalement l'éthique contribue à l'augmentation des recettes que nous avons enregistrées ces dernières années, à part les réformes de modernisation et de dématérialisation que nous avons enregistrées? Quand vous allez au niveau de l'Organisation mondiale des douanes, le premier élément bénéfique, les gens vous mettent la confiance du public. Le deuxième élément, c'est amélioration des recettes douanières. Ça, c'est connu, c'est démontré. Parce qu'au fait, je vous ai dit, si au lieu, je donne un exemple, au lieu que je m'occupe de l'État, je m'occupe de ma poche ou bien de mes intérêts personnels, je ne peux pas atteindre, je ne peux pas mobiliser les ressources pour l'État. Donc, de manière générale, toute organisation dans laquelle il n'y a pas d'éthique, cette organisation ne peut pas atteindre des résultats et à terme est appelée à disparaître. Monsieur commandant Marcelin Laourou, vous êtes le représentant du personnel des douanes du Bénin. Vous êtes par ailleurs le point focal OMD Bénin, Organisation mondiale des douanes. Merci pour toutes ces explications. On parlait avec vous donc de l'éthique douanière. Quelle est sa contribution
dans la mobilisation des recettes douanières. C'est moi qui vous remercie. Et moi, j'ai une question pour l'inspecteur des douanes. Vous êtes le chef brigade du service d'intervention rapide de la douane béninoise. Entre autres missions, eh bien, vous luttez contre la fraude, vous traquez les fraudeurs, les fossoyeurs de l'économie nationale. On vous a plusieurs fois vu sur le terrain. Alors, les statistiques aujourd'hui, est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que les fossoyeurs ont changé de métier ou continuent-ils à travailler dans l'ombre? Vous savez, dans aucune douane au monde, vous ne pouvez assister à la fraude zéro. Même quelles que soient les réformes, on ne peut jamais avoir fraude zéro, nulle part au monde. Mais quand nous voyons les résultats, tels que vous l'avez évoqué, et malgré les réformes, les services de répression, surtout qui sont en deuxième ligne, c'est-à-dire les CIR, arrivent aujourd'hui à mobiliser plus de ressources qu'hier. Ça veut dire qu'il y a un certain incivisme qui continue. Les gens n'ont pas pris conscience. Mais puisque notre rôle, c'est de les décourager, nous allons le faire. Et c'est pour ça que vous dites que vous nous voyez à l'œuvre. Ils ne dorment pas, nous aussi nous ne dormons pas. Puisque c'est notre rôle. Donc on va les amener quand même à petits coups, à prendre conscience. Puisque nous sommes décidés à les décourager à jamais. Il y a des gens qui multiplient les stratégies un peu partout. Nous avons vu des sacs de riz quelque part. Nous allons les prendre. D'accord. Nous-mêmes, nous ne dormons pas. Merci à vous, Marcelin Laourou. Merci à vous, Clément Achadé. C'était Économie sur Actumatin. Mesdames et messieurs, nous allons maintenant revivre l'actualité avec la revue de presse préparée et présentée par Assion Bonkaï. Assion. Bonjour, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. La conférence épiscopale était en audience à la Marina mardi et ça fait le titre du journal Le Potentiel qui écrit que Talon et les évêques échangent leurs vœux. Le matinal de renchérir pour dire que la conférence épiscopale du Bénin a présenté les vœux du nouvel an au président Patrice Talon quelques jours après la deuxième session ordinaire des évêques au titre de l'année pastorale 2020-2021. Avec le réformateur national, croit savoir le Soleil Bénin Info, ils ont non seulement échangé les vœux du nouvel an, mais également fait le tour d'importants sujets qui engagent la vie du Bénin. Ainsi, analyse fraternité, ainsi au-delà, il n'est pas exclu que le chef de l'État échange avec ses hôtes sur la présidentielle de 2021. Il y a quelques jours, la conférence épiscopale du Bénin se prononçait d'ailleurs sur cet échange en vue. À en croire le journal rapportant la page Twitter de la présidence de la République, tout comme à la veille des élections législatives d'avril 2019 et à sa dernière session plénière ordinaire d'octobre 2020, la conférence épiscopale du Bénin recommande vivement que tous les partis politiques et les institutions impliquées dans l'organisation de la présidentielle de 2021 dialoguent franchement en vue d'une élection présidentielle pacifique, réellement inclusive, démocratique et transparente. Et en ce qui concerne la présidentielle, l'actualité se demande si l'opposition partira ou partira pas. En tout cas, fait observer notre temps le label, l'opposition dresse à Talon le boulevard de second mandat, car Patrice Talon, sans challenger de taille de l'opposition crédible, devra être déclaré vainqueur pour se succéder ainsi à lui-même. Ce serait la conséquence immédiate de l'option de l'opposition de ne pas prendre part au derby présidentiel, pourtant tant attendu. En attendant d'en savoir sur la position de l'opposition, la Commission électorale nationale autonome éclaire les partis politiques, rapporte le matin, pour lequel il a été présenté aux acteurs politiques du Bénin le calendrier électoral et la liste des pièces à fournir pour la déclaration de candidature à l'élection présidentielle de 2021. Selon le journal, le président de l'institution, Emmanuel Tiando, va finir son intervention en demandant à chaque participant d'apporter sa contribution pour qu'à la fin, chacun puisse dire avoir pris sa part de responsabilité dans la préparation du processus. Pour l'autre quotidien, les acteurs politiques ont été appelés à jouer stricto sensu la mission à eux prescrite par les tests réglementaires en vigueur en République du Bénin. Le journal d'en déduire que la Sénat met les partis politiques en face de leurs responsabilités. Bénin Intelligent note qu'elle a également rappelé aux partis politiques et aux potentiels candidats
les comportements observés afin de préserver la paix, entre autres comportements énumérés par la Sénat, le respect des décisions des institutions de la République, des lois, du recours par voie de justice en cas de contestation et la sauvegarde de la cohésion nationale. C'est dans ce contexte, comme le rappelle le matin, qu'il y a publication et affichage de la liste électorale permanente informatisée ce jour. Elle démarre officiellement dès ce jour sur toute l'étendue du territoire national et ceci conformément au calendrier électoral de la Sénat. Le président du COS-LEPI, Gilbert Bagana, et son équipe, en collaboration avec les membres de leur démembrement, vont lancer le démarrage officiel de cette opération dans les 544 arrondissements du Bénin. Cette phase sera possible dans un délai de 15 jours. Et sur une toute autre dimension, Bénin Intelligent parle de mission accomplie pour le cadre de concertation du COS qui, regroupant sociétés civiles spécialisées, institutions républicaines, ministères et partis politiques, a tenu son avant-dernière séance au siège du Conseil économique et social à Cotonou sous la présidence de Tabé Guian. Le journal rapporte le président du COS-LEPI, Gilbert Bagana, qui confie, citation, le cadre de concertation, le COS-LEPI vont rester dans le calendrier électoral, fin de citation. Et puis le vice-président du cadre de concertation, Martin Asogba, pour lequel tout le monde doit pouvoir voter. Bonne nouvelle pour les habitants de Cotonou, comme l'annonce le matinal, il est prévu 18 milliards de francs CFA pour la construction de l'échangeur de Védocor et selon le potentiel, c'est le Japon qui offre les 18 milliards pour démarrer les travaux. À en croire Fraternité, l'échangeur va contribuer à décongestionner le trafic routier à Cotonou, à réduire les cas d'accidents et favoriser le développement du corridor Abidjan-Lagos. Le gros titre du journal Le Nouvel Observateur est consacré autour des gardes des pharmacies avec le cri de cœur des populations qui n'est pas toujours entendu. Le journal souligne que la nouveauté introduite dans leur secteur par l'Ordre national des pharmaciens du Bénin poursuit son chemin malgré tout et les populations larmoyantes subissent les affres. Depuis qu'il a plu à l'Ordre d'instaurer le tour de garde des pharmacies, la difficulté pour les clients de s'approvisionner aussi rapidement s'augmente. Plaintes et cris de détresse s'ensuivent. Pour le journal, le président Talon doit mettre fin à la pagaille. Et puis, l'économiste du Bénin informe que la feuille de route qui devait permettre la création de la monnaie unique en 2020 ne tient plus en marge de la conférence des chefs d'État tenue le 23 janvier 2021 en mode virtuel. La CEDEAO a décidé de suspendre son pacte de convergence pour toute l'année 2021 en raison des dépenses exceptionnelles engagées par les États dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 en 2020 et des conséquences prévisibles et adoptées de la deuxième vague. Merci d'avoir suivi la revue de presse. Allez, dans 3 petites minutes, il sonnera 9h partout au Bénin et à Canal 3 Bénin. Chez vous, c'était votre matinale Actu Matin. Merci à tous de votre attention. Rendez-vous demain dans cette même émission à partir de 7h. Dans cette journée, vous avez la possibilité de revivre les grands moments sur Actu Matin à 12h pour la rediffusion et à 23h30. D'ici là, portez-vous bien. L'actualité se poursuit sur Canal 3 Bénin. Restez avec nous. Gardez le sourire. Au revoir.